Curieusement, l'anthropologie sociale a longtemps laissé ce thème en friche, oscillant entre des déterminations simplistes, causes alimentaires, motifs religieux. Enfin, aujourd'hui, Georges Guillescuret nous propose une nouvelle lecture de l'anthropophagie. Georges Guillescuret, bonjour. Bonjour. Chargé de recherche au CNRS, vous publiez aujourd'hui le premier volume de 25 ans de recherche intitulé « Sociologie comparée du cannibalisme, proie et captif en Afrique », un ouvrage publié chez PUF et préfacé par le grand Patrick Thor, spécialiste de Darwin. Georges Guillescuret, entre nature et culture, darwinisme oblige, peut-on dire tout simplement que l'homme est un animal qui mange de l'homme ? Parfois, ça lui arrive, et quand il en mange, il est naturel tout en restant culturel, et culturel tout en restant naturel. Il ne dissocie jamais les deux. Contrairement à ceux qui en parlent, qui veulent absolument qu'il soit l'un ou l'autre. Pourquoi ce thème de recherche ? C'est assez curieux. Visiblement, peu de gens y avaient encore travaillé à ce point en anthropologie sociale. Là, j'ai une précision urgente à apporter. Si je me suis lancé dans cette longue recherche, et contrairement à ce qu'on a pu lire récemment dans Le Monde des livres sous la plume dilettante de Frédéric Keck, ce n'est assurément pas parce qu'un vieillard africain m'aurait dit, après avoir mangé une saucisse, « c'est bon, on dirait de l'homme ». Alors, venant d'un membre du laboratoire d'anthropologie sociale, cette élucubration va probablement au-delà de l'incompétence et de la cuistrerie. Il y a un croche-patte, car j'apparais dans l'affaire comme un individu sujet à des foucades et à une curiosité morbide. Et effectivement, le cannibalisme a beaucoup provoqué ce genre d'attraction. Mais Frédéric Keck me renvoie d'emblée à une ethnologie folklorique de troisième ordre, avant de retourner, lui, à une philosophie mousseuse qui commence généralement, m'a-t-on dit, par « comme me le disait Lévi-Strauss ». Alors non, en réalité, le cannibalisme est un problème important à plus d'un titre. Au moins pour une anthropologie sociale qui aurait conservé un minimum de vocation scientifique et qui ne renoncerait pas à un objet parce qu'il dégage des effluves désagréables. C'est important pratiquement tout d'abord, parce que l'anthropophagie demeure un poison idéologique et qu'elle entretient le mépris, le dédain et le rejet à l'égard des sociétés exotiques. C'est important culturellement parce que rien n'est plus opaque que cette phobie civilisée que nous avons à cet égard. Pourquoi est-ce que le cannibalisme apparaît systématiquement chez les Occidentaux comme un crime imprescriptible ? Et puis c'est important scientifiquement, parce que ce thème a été laissé en friche pendant une soixantaine d'années et qu'il est devenu un peu ce que chez vous, les archéologues, vous appelez une zone témoin sur un champ de fouilles. Quelque chose qu'on laisse à part. Et 60 ans après, on y revient et on s'aperçoit qu'il constitue une espèce de loupe méthodologique sur nos lacunes, sur nos erreurs et sur nos crispations. On peut penser que le cannibalisme a été réparti à peu près partout à la surface de la Terre, hormis bien sûr la Grèce et le monde chrétien, alors, musulman. Finalement, quand on regarde, je me suis posé la question de savoir si je ferais une carte et je me suis aperçu que c'était totalement impossible parce que le cannibalisme est toujours sporadique. Il est en pointillé, il est comme un clignotant. Aucune société n'est, à part les Batak de Sumatra, n'est cannibale sur 7 ou 8 siècles de rang. Par contre, il y a un phénomène constant dont on peut faire la cartographie, c'est l'anticannibalisme. La civilisation naît en Asie mineure et elle induit un peu ce rapport nature-culture qui empêche le cannibalisme. La question est de savoir pourquoi. Et il se répand en taches d'huile. Et l'anticannibalisme se répand depuis l'Asie mineure sur l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Inde, et fait une espèce de tache d'huile de plus en plus vaste, pardonnez le pléonasme. Et alors là, il y a un phénomène constant que l'on peut presque cartographier. Mais le cannibalisme autour n'est jamais quelque chose de constant. Georges Guillescuret, je rappelle pour nos auditeurs de France Culture que vous êtes chargé de recherche, que vous êtes aussi surtout l'auteur d'un livre intitulé « Sociologie comparée du cannibalisme ». Un premier volume qui est essentiellement centré autour de l'Afrique. La préhistoire a bon dos dans ce dossier. L'anthropophage, c'est forcément le plus vieux comme le plus lointain par rapport à nous ? Oui, c'est l'idée qui est solidement ancrée
ancré dans notre tradition culturelle selon laquelle on est nécessairement cannibale quand on est extrêmement primitif. Ça avait été d'ailleurs un débat dans la Société d'anthropologie de Paris à la fin du XIXe siècle, où Le Tourneau, se voyant objecter le fait que les Fuégiens n'étaient pas cannibales, n'avait comme seule réponse que dans la mesure où ils sont très primitifs, ils sont très probablement cannibales. Et donc les témoignages disant qu'ils ne l'étaient pas, finalement, s'arrêtaient à ce principe. Alors évidemment, ça a eu des échos dans la préhistoire et la paléontologie, et on a toujours soupçonné plus ou moins les ancêtres d'être cannibales. Il y a eu, dans les 30 ou 40 dernières années, des démarches de plus en plus précises qui ont permis de prouver des cas de cannibalisme. Le tout, c'est de l'interpréter. Le fait que l'on trouve une trace de cannibalisme sur un site, est-ce que c'est un événement que l'on trouve? Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une tendance? Et plus on remonte vers le passé ancien, et plus on interprète n'importe quel événement de cannibalisme, une trace de cannibalisme, comme une tendance. C'est le cas avec un article qui vient de sortir dans Current Anthropology sur le site de Grandolina, où on a trouvé des traces de cannibalisme datant de 800 000 ans. Et le titre de l'article est extraordinaire, c'est, je traduis, le cannibalisme culturel comme système paléoéconomique dans le Pléistocène inférieur européen. C'est-à-dire qu'à partir de traces... voilà, tout d'un coup, c'est un système culturel, c'est un système paléoéconomique, et il n'y a absolument aucune indication sur le contexte. Alors, si on faisait un peu plus d'écologie, on raisonnerait autrement. Il faut savoir que 1% de croissance annuelle pour une population, c'est une expansion considérable. Et 1% de diminution annuelle, c'est une crise démographique grave. Alors, transplanter ça sur 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans dans le Pléistocène, et vous vous rendrez compte que si les cannibales étaient fréquents et réguliers, on peut se demander comment notre espèce a survécu. C'est ainsi que dans les années 60, des anthropologues biologistes avaient établi qu'un village de Nouvelle-Guinée moyen, une centaine de personnes, obtiendrait 35% de son besoin de protéines s'il mangeait un homme par semaine. Et ils ne se sont absolument pas rendus compte qu'un homme par semaine transplanté au niveau d'une population régionale, ça faisait quand même 50% de mortalité annuelle. À moins, évidemment, qu'il n'y ait une population qui ne soit pas cannibale à côté et qui soit docile en plus, mais elle aurait quand même disparu assez rapidement. Je l'évoquais il y a 2 semaines, les Helvètes du 1er siècle avant notre ère ont rôti visiblement des quartiers de chair humaine. En 1995, partant sur un terrain en Centrafrique, vous apprenez par Serge Bahuchet la présence d'un cannibalisme ancien. Pour vous, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle. Pourquoi ? Non, moi je voulais faire une étude historique et écologique, et je me suis dit, évidemment, s'il y a du cannibalisme dans l'affaire pour reconstituer la situation précoloniale, ça va être très embêtant, il va falloir prendre des précautions. Et puis, je dois l'avouer, a posteriori, je me rends compte que le sujet me gênait. Et finalement, c'est peut-être ça qui était une condition initiale pour faire une bonne recherche sur ce sujet. Tous les gens qui ont étudié le cannibalisme parce que la question les intriguait, les intéressait, ont été un peu minés par le contexte qu'il y a de fantasmes autour de ce sujet. Et ce qui m'a permis d'aborder le sujet, c'est que finalement, ça ne m'attirait pas du tout et que c'est la haine et le mépris que ça alimentait qui me motivait. Du cannibalisme, il y en a eu partout, mais rien dans le Sahel, le Mali ou au Niger, rien non plus en Afrique orientale. Dans ce cas, où est le grand foyer africain du cannibalisme ? Alors, le grand foyer africain du cannibalisme est très difficile à trouver pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a jamais observé en Afrique de cannibalisme qui soit indépendant de la traite des esclaves. On peut supposer qu'il y ait eu des traditions d'hommes panthères, de sacrifices, mais tout à fait ponctuelles si ça se trouve, parce que les premiers témoignages que nous avons du XVe siècle ou du XVIe siècle sur l'Afrique noire ne font pratiquement pas écho du cannibalisme. Ils disent oui, il y a quelques hommes qui le sont dans l'arrière des tiers, mais pas plus. Donc
le cannibalisme que l'on connaît en Afrique est un cannibalisme qui est étroitement lié à la traite des esclaves. Donc on peut penser que dans la longue exploration de l'Afrique, l'Européen a été le vrai cannibale ? Alors, le plus amusant, c'est qu'au milieu du XVe siècle, au moment où commence à apparaître une récolte d'esclaves assez considérable, un navigateur arrive en Gambie, croise des pirogues qui s'apprêtent à lui faire la guerre, et lui, il vient faire du commerce, il essaye d'avoir des relations paisibles, et on lui dit en face, non, on sait très bien que vous et ceux du Sénégal, vous capturez beaucoup d'hommes, et c'est pour les manger. En fait, la première réaction de l'Afrique noire face à l'esclavage, ça a été que si les Européens voulaient tant d'hommes, c'était forcément pour les manger, puisqu'ils ne voyaient pas d'autres explications. Et cette explication s'est retrouvée jusqu'au XIXe siècle. Elle a envahi toute l'Afrique centrale. Pourquoi capturer des esclaves en grand nombre si ce n'est pas pour les manger ? Le fait d'avoir un système économique basé sur l'esclavage n'était pas du tout une évidence pour les Africains. Que dire des sociétés, des confréries secrètes, des écoles initiatiques d'Afrique occidentale, les hommes panthères, le poro, ce fameux sac noir qui réclame de la graisse et du sang humain pour se régénérer sa puissance ? Alors, il est possible, il est même probable que la tradition de sorcellerie liée autour du Borfima soit ancienne, mais les sociétés d'hommes panthères, on en entend parler qu'au milieu du XIXe siècle. Et elle ne commence à devenir importante qu'à la fin du XIXe siècle. On en a toujours parlé comme quelque chose d'immémorial, de primitif. Et en réalité, ce qui apparaît à travers les documents, c'est que les sociétés d'hommes porteurs se sont organisées comme contre-pouvoir sorcier face au colonialisme et moyen de pression contre ceux qui étaient trop dociles vis-à-vis des colonialistes. Et le truc se trouve, je parle de truc parce que c'est une bulle dans un dessin de Tintin au Congo. Il faut savoir que le Hergé travaillait dans un journal d'extrême droite belge et donc bien informé sur ce qui se passait en Afrique, au Congo belge. Et il y a une bulle où un homme sorcier, un homme panthère, lui explique que son travail, c'est d'aller mater ceux qui sont trop dociles vis-à-vis des colonisateurs. Et ce discours-là, qui était quand même très historiquement daté et qui montrait bien qu'il y avait une corrélation entre Homme Panthère et l'histoire qui était en train de se dérouler, a été complètement occulté et les ethnologues ensuite ont parlé des Hommes Panthères comme quelque chose d'anhistorique et de primitif. Une chose est sûre, Georges-Guy Escuret, depuis 5 siècles, l'Afrique ne cesse d'être découverte. Nous clamons tous, bien sûr, que l'Afrique possède une histoire. En revanche, le cannibalisme serait en dehors de l'histoire, à distance des portes de cette histoire ? Oui, alors, encore une fois, rien de plus historique que l'esclavage et rien de plus historique donc que le cannibalisme que nous trouvons face à l'esclavage. C'est l'histoire de Stanley quand il arrive dans certains coins présumés inconnus de l'Afrique et qui rencontre des hommes qui sont en fureur et qui disent de la viande, de la viande. Et donc cette anecdote va faire le tour du monde, la preuve que ce sont des primitifs. Et en réalité, les hommes qu'il rencontre sont depuis 25 ans, alors qu'ils étaient redevenus dans une position démographique tout à fait florissante et paisible, depuis 25 ans, ils alimentent le marché aux esclaves de Zanzibar. Et quand on y pense, rien ne ressemble plus à une colonne d'esclavagistes qu'une colonne d'explorateurs européens, parce que Stanley avait quand même une centaine d'hommes autour de lui. Georges-Guy Escuret, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, Sociologie comparée du cannibalisme, proie et captif en Afrique, avec, je le disais en début d'émission, une préface de Patrick Thor, le tout publié chez PUF. Merci beaucoup.